Bonsoir, il est 19h30 et nous sommes à l'Institut du Saint-Paris pour l'un de nos webinaires mensuels. Et je dois dire que celui-ci a attiré les participants et les participantes. Comme vous le savez, nous organisons à l'Institut un webinaire médecin et grand public en même temps. Donc, celles et ceux d'entre vous qui nous ont rejoints sont des professionnels de santé, des patients et des proches de patients. Et le webinaire de ce soir a pour objet les hormonothérapies en cas de cancer du sein. Les hormonothérapies, vous verrez qu'il n'y en a pas qu'une, sont le traitement le plus prescrit en cas de cancer du sein. Les anti-hormones sont de remarquables médicaments anticancéreux, avec des effets dont on va vous parler extraordinaires sur le plan du contrôle de la maladie et de la réduction du risque de récidive, mais aussi avec des effets secondaires. Et on assiste dans nos consultations de cancérologues, de chirurgiens, à des inquiétudes, des questions de plus en plus importantes sur ces traitements qui pourtant ont des bénéfices extraordinaires. Et pour essayer de faire une synthèse aussi compliquée fut-elle en 1 heure, on a organisé un webinaire avec 4 participantes et participants. La première présentation sera faite par le Dr Jenny Milochaud, qui est chirurgienne à l'Institut du Sein. Pourquoi prescrit-on une hormonothérapie après un cancer du sein? La deuxième participation sera faite en direct des États-Unis, où il est présent pour une présentation au plus grand congrès de cancérologie mammaire, le professeur Jean-Philippe Spano. Et je te remercie, Jean-Philippe, d'avoir pris 1 heure avec nous en France. Je sais que ton emploi du temps est très chargé. Nous aurons ensuite une présentation sur l'observance et les effets secondaires des traitements qui font poser beaucoup de questions. Le docteur Aline Saradon est médecin, anthropologue de la santé à l'INSERM, et elle a fait une présentation tout à fait remarquable sur ce sujet à la Société de Scénologie voici 1 mois. Et c'est ce qui nous a donné le plaisir de la rencontrer. Et je la remercie, elle aussi, d'être avec nous. Et le docteur Anne Sabella, chirurgienne à l'Institut du Sein, vous parlera de ce qu'on sait des effets indésirables et de la façon de les gérer. Vous êtes 120 participants. Nous vous remercions d'être avec nous. Nous allons essayer de vous libérer dans 1 heure. Il y a un chat qui est disponible pour les questions et nous essaierons de répondre autant que possible aux questions. La première de ces questions, c'est pourquoi est-ce qu'on prescrit après un cancer du sein, le plus souvent, une hormonothérapie? Jenny, à toi la parole. Alors, on va partager l'écran. Vous allez juste me confirmer que c'est bon pour vous. Est-ce que c'est bon, c'est en plein écran? C'est pas en plein écran, mais c'est bon. Ok. Donc, pourquoi prescrit-on une hormonothérapie donc adjuvante après cancer du sein? Juste un petit rappel historique. En 1896, Sir Robertson avait montré que l'ovariectomie, donc enlever les ovaires, avait un impact sur le développement du cancer du sein. Donc, on avait vu ce rôle hormonal et plus tard, on a montré qu'injecter des œstrogènes augmentait le risque de tumeur mammaire chez les souris. Puis, on a découvert la fameuse protéine qui était les récepteurs aux œstrogènes. Et donc, on voyait l'implication des œstrogènes dans le développement des cancers du sein. Et on a créé l'hormonothérapie adjuvante dans les années 1970. Qu'est-ce qu'une hormonothérapie? 70 à 80% des cancers du sein sont hormonodépendants. Et on va chercher à bloquer l'action de ces hormones sur les cellules cancéreuses. Il ne faut pas confondre, attention, souvent il y a une confusion, hormonothérapie et traitement hormonal. L'hormonothérapie ne sont pas des hormones, c'est un traitement anti-hormonal. Il y a différentes familles d'hormonothérapie avec chacune des mécanismes d'action spécifiques et on va les adapter en fonction du type de cancer, de l'âge et du statut ménopausique de la patiente. On va voir rapidement ces 3 familles. Le tamoxifène, qui est un anti-œstrogène qui va bloquer l'action des œstrogènes sur les cellules mammaires qui vont présenter des récepteurs hormonaux. La deuxième famille, c'est les inhibiteurs de l'aromatase. En fait, même chez une patiente ménopausée, il y a une persistance de la fabrication des œstrogènes via la transformation des androgènes en œstrogènes par une enzyme qui s'appelle l'aromatase. Et donc,
on va agir sur cette enzyme pour inhiber la fabrication. Et vous avez certainement déjà dû entendre parler de l'anastrozole, du létrozole et de l'exemestane. La troisième famille, c'est la suppression de la fonction ovarienne. On va bloquer cette fonction, soit chirurgicalement en retirant les ovaires, en faisant une ovariectomie, soit de façon médicamenteuse par les agonistes de la LHRH, qui vont pouvoir être utilisés en association avec les deux premières familles, le tamoxifène et les inhibiteurs de l'aromatase. Alors, la littérature sur l'hormonothérapie, elle est extrêmement vaste. Si on tape dans PubMed, cancer du sein et tamoxifène, on a 18 000 résultats. Et pareil pour les inhibiteurs de l'aromatase et de multiples études qui ont été réalisées. On a essayé de synthétiser, j'ai essayé de synthétiser rapidement les notions. Donc, initialement, on a montré le bénéfice du tamoxifène versus les groupes contrôle, c'est-à-dire des patientes qui n'avaient pas de traitement. On a développé le tamoxifène, l'anti-œstrogène, et les patientes l'ont pris pendant 5 ans. Et on a regardé s'il y avait un bénéfice en termes de diminution de récidive et de survie. Voici les résultats. Il y avait une réduction du risque de récidive à 15 ans de près de 40%. Une réduction de récidive homolatérale, mais aussi contralatérale, une réduction de la mortalité par cancer du sein à 15 ans de 30%, et cette réduction de mortalité était plus marquée dans un groupe qui était les patientes avec un envahissement ganglionnaire. Et le gain de cette hormonothérapie se prolongeait au moins 10 ans après l'arrêt de l'hormonothérapie, donc on avait donc également un bénéfice à distance de la prise médicamenteuse. On a donc étudié les patientes qui, cette fois-ci, étaient ménopausées et on a regardé le bénéfice des anti-aromatases utilisés pendant 5 ans versus le tamoxifène 5 ans. Il y a eu une étude ATA qui a été réalisée qui a montré qu'il y avait une amélioration de la survie sans récidive à 4 ans avec les inhibiteurs de l'aromatase versus le tamoxifène et moins de cancer contralatéral dans ce groupe. Qu'est-ce qu'apportent les inhibiteurs de l'aromatase chez les patientes ménopausées versus le tamoxifène? Eh bien, pour résumer, ça va réduire le risque de récidive locale ou à distance d'environ 30% par rapport au tamoxifène. Ça n'a pas montré d'amélioration en survie globale, mais donc ça a une action sur le risque de rechute de la maladie essentiellement. Donc, on voit clairement que l'hormonothérapie a un effet sur le risque de récidive locale dans le sein homolatéral, dans le sein contralatéral et à distance à type de métastase et pourra améliorer du coup la survie. Alors, on a vu ces deux traitements utilisés pendant 5 ans, mais on sait qu'on peut observer des récidives, même si l'hormonothérapie est là pour les prévenir. Et quand ces récidives vont survenir après l'hormonothérapie, elles surviendront dans la moitié des cas entre 5 ans et 15 ans après l'hormonothérapie. Et on a essayé de voir s'il n'y avait pas un bénéfice finalement à prolonger cette hormonothérapie. Plusieurs études ont été réalisées en prolongeant l'utilisation notamment du tamoxifène, donc la première molécule que nous avions vue, l'étude Atlas et l'étude Atom. Et ces études ont montré une réduction de la mortalité par cancer du sein à 15 ans, une diminution du risque de récidive dans les deux études si on prolongeait l'utilisation, et notamment une prolongation d'une tamoxifène au-delà de 5 ans allait réduire de façon significative le risque chez les patientes qui étaient N+. Donc, il y aurait vraiment un bénéfice à poursuivre l'hormonothérapie au-delà de 5 ans chez les patientes avec une atteinte axillaire. Une autre étude a étudié l'ajout de létrozole administré 5 ans après 5 ans de tamoxifène chez les patientes ménopausées et a montré une amélioration significative de la survie sans récidive et une augmentation de la survie globale en cas, encore une fois, d'atteinte ganglionnaire. Donc, l'hormonothérapie prolongée pour l'atteinte ganglionnaire. Donc, vous allez me dire, vous m'avez donné plein de notions, mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si on a une patiente non ménopausée, la première indication, le traitement actuel, c'est le tamoxifène pendant 5 ans.
L'option, c'est l'association d'une suppression de la fonction ovarienne avec de l'exemestane ou du tamoxifène pendant 5 ans. Pour les patientes qui sont en périménopause, c'est-à-dire qui n'étaient pas ménopausées au diagnostic, mais qui le deviennent en cours de traitement, on pourra switcher le tamoxifène par une anti-aromatase à condition qu'elle soit en aménorrhée, soit post-chimiothérapie, soit en ménopause spontanée. Et pour les patientes ménopausées, c'est-à-dire plus de 60 ans ou 50 ans et une aménorrhée de plus de 1 an ou qui a eu une ovariectomie bilatérale, on utilisera les inhibiteurs de l'aromatase pendant 5 ans. On peut aussi utiliser en option des séquences inhibiteurs de l'aromatase et tamoxifène ou le tamoxifène si la patiente a une contre-indication ou une intolérance aux inhibiteurs de l'aromatase. Alors, quand est-ce qu'on poursuit l'hormonothérapie au-delà de 5 ans? Eh bien, on le poursuit pour les patients donc N+, ou qui n'avaient pas d'atteinte ganglionnaire, mais qu'on estime à haut risque, c'est-à-dire les patientes qui ont des tumeurs volumineuses, de haut grade et qui sont sensibles aux hormones. La prolongation donc, de l'hormonothérapie 10 ans va réduire le risque de récidive de cancer du sein, va prévenir un cancer contralatéral et réduire la mortalité par cancer du sein. On va évaluer le bénéfice à prolonger cette hormonothérapie. On a des scores d'aide pour calculer les bas risques, les risques intermédiaires ou les risques élevés. Et surtout, c'est une discussion avec la patiente parce qu'on va en venir aux effets secondaires et Anne va nous en parler. Mais il faudra adapter ces traitements à la tolérance de l'hormonothérapie. Donc, après 5 ans de tamoxifène, si la patiente est ménopausée, on proposera une anti-aromatase. Si elle est non ménopausée, on poursuivra le tamoxifène. Et après 5 ans d'anti-aromatase, on poursuit une anti-aromatase pendant 7 à 8 ans, maximum 10 ans. L'enjeu dans ces traitements, là je vous ai montré les bénéfices de l'hormonothérapie et pourquoi on prescrit l'hormonothérapie. Mais l'enjeu, ça va être vraiment l'observance et on va le voir, Krishna va nous le montrer, Anne va nous parler des effets secondaires. Malheureusement, on observe que malgré le bénéfice de l'hormonothérapie, 40% des patientes vont être non adhérentes au traitement et 30 à 70% sont partiellement observantes, ce qui va augmenter, donc comme on l'a vu plus tôt, leur risque de rechute et leur risque de mortalité. En conclusion, et j'espère que je ne vous ai pas perdu, l'hormonothérapie, on va l'adapter, c'est vraiment une discussion avec la patiente. Le bénéfice de l'hormonothérapie, il est clair en termes de réduction de risque de récidive homolatérale, contralatérale et à distance, donc métastatique. Il va permettre de réduire la mortalité due au cancer du sein, mais au prix parfois d'effets secondaires qui seront à évaluer avec la patiente. Et ces effets secondaires et ces bénéfices seront mis en balance avec le risque de la patiente qui prendra en compte donc la taille de la tumeur qu'elle présentait, le grade, la prolifération, est-ce qu'elle avait une atteinte ganglionnaire, son statut aux hormones, si elle est ménopausée ou non. Parce que on discutera si la patiente est très gênée par son hormonothérapie et que finalement elle a un faible risque de récidive, et ben peut-être qu'on pourra effectivement voir pour arrêter éventuellement l'hormonothérapie. En revanche, si elle a un risque très élevé, on pourra discuter avec elle pour traiter ses effets secondaires, mais lui rappeler l'importance de poursuivre les traitements. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur Milochaud. Merci, Jenny. Professeur Spano, qu'est-ce que vous pensez des topos de médecins de la part des chirurgiens? On continue à les faire ou on arrête et on s'adresse aux professionnels? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci, Krishna. Ben, en fait, tu as lu dans mes esprits ou dans ma tête parce que j'ai trouvé votre topo, Jenny, parfait. Franchement, vous avez résumé 50 ans d'hormonothérapie adjuvante en 15 minutes de manière extrêmement claire. Je suis jaloux. Voilà. Merci, c'est un honneur. Et je sais que vous travaillez dans une super équipe. Non, écoutez, j'ai rien à dire. C'est vraiment, enfin, j'espère que nos patientes et nos patients qui nous écoutent, ça a été aussi clair pour eux. Et là, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Mais franchement,
Non, non, je vous donne Jenny, de je vais te laisser rougir des compléments du compliment du professeur Spano. Je te rappelle que tu as une star internationale qui te dit que tu as fait un topo magnifique. Je te laisse répondre aux questions-réponses si tu le peux. Tu arrêtes ton partage d'écran, comme ça, Oui. on passe à la présentation du professeur Spano. Encore une fois, on est très heureux de vous avoir avec nous. Et on t'a confié un sujet qui est un peu difficile, mais l'hormonothérapie, ce n'est pas toujours pour les petites tumeurs, des patientes qui vont très bien et qui se demandent pourquoi elles prennent 5 ans de traitement. C'est aussi pour les patientes qui ont un cancer du sein métastasé. Et ce cas particulier des patientes avec cancer du sein métastasé, le professeur Spano en est l'un des spécialistes au niveau mondial. On est vraiment très heureux qu'il nous fasse un point sur ce sujet. Merci Jean-Philippe, je te laisse prendre le micro et on coupe les nôtres. Merci. Merci à toi, Krishna, de cette honorable invitation. Et non, je suis très heureux d'être avec vous. Et franchement, passer après vous, Eugénie, ça va être difficile. Alors, en fait, on ne s'est pas concerté avec Eugénie, mais vous voyez que… Alors, si ma présentation fonctionne… Voilà. Donc, on ne s'est pas concerté, mais vous voyez qu'en fait, cette diapositive est une transition parfaite avec ce qui vient d'être dit. Et vous l'avez dit, Eugénie, effectivement, on parle souvent d'hormonothérapie, mais finalement, c'est un terme qui n'est pas utilisé puisque ce sont des traitements dits anti-hormonaux. Hein. Et vous avez très, très bien rappelé le rôle des œstrogènes en particulier, mais aussi de la progestérone, donc comme cancérigène, in fine. Alors, vous avez également très, très bien rappelé finalement comment on va bloquer l'action donc de ces hormones, soit au niveau de leur production, et c'est par exemple avec les analogues de la LHRH, soit au niveau effectivement des anti-aromatases, vous l'avez dit, puisque les androgènes sont transformés en oestrogènes grâce à cette enzyme, et on va utiliser des inhibiteurs de l'aromatase, et vous les avez très, très bien cités, soit en allant directement sur ces fameux récepteurs aux oestrogènes, par exemple, aux hormones. Et donc là, ça va être le rôle du tamoxifène, qui est la molécule la plus ancienne. D'ailleurs, à ce titre, une des premières molécules dites ciblées, vous savez qu'on parle beaucoup de traitements aujourd'hui individualisés, de traitements dits ciblés, le tamoxifène, c'est le premier, et qui va aller donc empêcher soit effectivement la fixation des hormones sur ce récepteur, soit emporter avec lui le récepteur à l'intérieur des cellules pour bloquer leur action. Alors, vous l'avez rappelé aussi, il y a à peu près, dans l'ensemble des patientes et des patients, parce qu'il ne faut pas oublier les hommes aussi, atteints de cancer du sein, il y a à peu près 80% qui vont donc avoir des tumeurs qui ont exprimé ces fameux récepteurs hormonaux et donc qui sont, on va dire, être normalement sensibles à des traitements anti-hormonaux. C'est une classification un peu complexe peut-être pour certaines et certains d'entre vous, mais qui est très importante pour nous aujourd'hui, cette nouvelle classification moléculaire, parce qu'elle permet justement de mieux comprendre des mécanismes et certains mécanismes de résistance. Alors, en effet, en situation adjuvante, vous avez vu aujourd'hui les différentes indications de ces hormonothérapies, le tamoxifène, les anti-aromatases. Donc là, nous sommes après une chirurgie d'un cancer du sein et il arrive dans un certain nombre de cas que malgré l'efficacité de ces traitements, il va y avoir des rechutes. Alors, ces rechutes peuvent être soit contralatérales, vous l'avez très bien expliqué, Eugénie, soit à distance, c'est-à-dire sous forme donc de métastase. Et là, donc, ces mêmes molécules, ces mêmes médicaments vont être utilisés, et on va voir comment. Et puis, c'est rajouté, il y a quelques années, un autre anti-œstrogène qui, on le verra avec tout à l'heure dans la séquence effet indésirable, qui est mieux toléré, qui s'appelle le fulvestrant, qui est lui en fait un antagoniste pur. Parce que le tamoxifène, ça fait partie, je pense que ça sera évoqué tout à l'heure, c'est un antagoniste, donc on a vu, il lutte contre la fixation des oestrogènes, mais il a aussi des petites propriétés agonistes, c'est-à-dire qu'il peut quand même stimuler, lui aussi, avoir une activité un peu œstrogène-like, comme on dit, et donc, du coup, comme sur l'endomètre, alors que le fulvestrant ne l'a pas, et c'est comme ça qu'il a été donc développé.
Donc, ces trois, je dirais, types de médicaments, le tamoxifène, les anti-aromatases, Eugénie les a cités, le létrozole, l'anastrozole, l'exemestane, sont utilisés aussi au moment de la rechute de la maladie ou alors lorsque d'emblée, on a une patiente ou un patient qui se présente à nous avec des localisations à distance, d'emblée, synchrones, comme on dit. Et là, on va devoir utiliser des traitements. Et ces traitements, aujourd'hui, c'est de l'hormonothérapie au premier chef. Mais, pour faire court, ces médicaments ont montré, bien sûr, une efficacité, et en particulier les inhibiteurs de l'anti-aromatase sur le tamoxifène, d'ailleurs. Mais on a remarqué aussi qu'avec le temps, il y avait des rechutes. Alors, on s'est posé la question, pourquoi ces rechutes? Est-ce qu'il y a des mécanismes de résistance? Et finalement, comment optimiser l'efficacité de ces traitements? Et cette fois-ci, donc, en situation métastatique, c'est-à-dire, donc, on est loin de la situation de tout à l'heure de Génie. Et en fait, on s'est rendu compte que, vous le savez, nous sommes tous porteurs de gènes qui nous protègent contre le cancer. Il y a un gène très connu qui s'appelle le P53, avec sa protéine. Ce sont les gardiens du génome, c'est-à-dire dès qu'il y a une anomalie, une mutation, ils interviennent, ils bloquent cette mutation et ils entraînent la mort de la cellule. Et puis, il y a un autre gène qui est très important, un autre gène suppresseur de tumeur, qu'on appelle le gène du rétinoblastome. Et en fait, on s'est rendu compte que dans certains cas, ces gènes pouvaient être un petit peu déficients et favoriser finalement la prolifération des cellules sous l'impulsion de molécules, sous l'impulsion d'autres protéines qu'on appelle les cyclines. Je vais faire court, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, quand vous avez des facteurs de risque comme les œstrogènes, ce gène un petit peu du rétinoblastome, il peut être un petit peu dépassé. Et donc, les cellules s'emballent, et c'est comme ça que les cellules vont se diviser et vont donner donc une prolifération. Et donc, du coup, on s'est intéressé à ce lien étroit entre, vous voyez, l'action des hormones et puis ce gène du rétinoblastome. Et finalement, jusqu'à découvrir, jusqu'à créer finalement un médicament, une nouvelle classe thérapeutique qui va bloquer l'action, si vous voulez, donc qui bloque le mécanisme responsable qui bloque ce gène pour le libérer, ce gène suppresseur du tumeur, ce gène rétinoblastome, et empêcher ainsi que les cellules de nouveau entrent en cycle et se divisent. C'est une nouvelle classe thérapeutique qui est une véritable évolution dans la prise en charge de nos patientes et de nos patients, mais aussi une révolution thérapeutique dans le domaine de l'hormonothérapie. Vous verrez tout à l'heure dans ma conclusion. C'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de CDK4/6. Et aujourd'hui, ont été développés 3 de ces médicaments de cette classe thérapeutique. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de retenir les noms, mais voilà les noms commerciaux en bas. Donc, c'est Librance, Kisqali, ou le Verzenio, c'est peut-être des médicaments, c'est peut-être des molécules qui vous disent quelque chose. Et en fait, ces médicaments, qu'est-ce qu'on a fait? On les a associés à l'hormonothérapie. En fait, on a montré que seuls, ils ne marchaient pas. Mais quand on associe ces médicaments à des traitements donc, anti-hormonaux, ceux que l'on vient de vous citer avec Eugénie, et en particulier les inhibiteurs de l'aromatase, en fait, on avait une action synergique. On repotentialise l'effet de l'hormonothérapie, on la rend finalement, cette hormonothérapie, encore plus efficace. Et en fonction, justement, vous avez vu de cette rechute par rapport au traitement qu'a évoqué tout à l'heure en situation adjuvante Eugénie, on va utiliser ces médicaments associés, donc, encore une fois, à un traitement anti-hormonal. Exemple, on va associer, par exemple, le létrozole à Librance. On va associer donc l'anastrozole au ribociclib, au Kisqali. Et donc, ces médicaments, en plus, ont l'avantage de se prendre sous forme de comprimés. Alors, en fait, pour ce qui est du schéma d'administration, il faut savoir que ces médicaments ne se prennent pas en continu. Ils se prennent 3 semaines, puis 1 semaine de repos, parce qu'ils ont eux-mêmes quelques petits effets secondaires, et je vais y revenir. Et donc, en fait, on a clairement démontré que si on utilise l'hormonothérapie seule, c'est pas mal, mais lorsqu'on rajoute ces médicaments inhibiteurs donc, de CDK4/6, alors là, on a des augmentations nettement significatives de la survie, en particulier son progression, voire jusqu'à la survie globale. C'est-à-dire qu'en fait, on retarde encore plus les phénomènes de progression et on améliore vraiment la survie et le contrôle, comme le disait Krishna en introduction, le contrôle de la maladie. Et donc, in fine, ces médicaments aujourd'hui sont devenus un
référentiels, sont devenus un standard thérapeutique. C'est-à-dire que lorsqu'on a une patiente ou un patient qui exprime au niveau de ses tumeurs des récepteurs hormonaux, l'hormonothérapie seule, c'est-à-dire en monothérapie, ne va pas suffire. On va rajouter donc cette nouvelle classe thérapeutique. Et aujourd'hui, et là je suis à San Antonio et je vous parle en direct de San Antonio pour dire que ces médicaments ont une fois de plus été démontrés comme étant le référentiel et le standard chez une patiente ayant, ou un patient ayant un cancer du sein à un stade, donc ce qu'on appelle métastatique, c'est-à-dire avec des localisations donc secondaires, et ce, quel que soit ce type de localisation secondaire. Il y avait un scoop hier à San Antonio où ces médicaments, ou cette association donc inhibiteur de CDK4/6 plus traitement anti-hormonal peuvent même faire mieux que la chimiothérapie. Et on sait, et on le verra tout à l'heure, s'il y a des effets secondaires, globalement, la tolérance reste meilleure. En plus, ce sont des traitements qui se prennent sous forme de comprimés, donc autonomie parfaite. Et on est en train aussi de voir, par rapport à la présentation d'Eugénie, si en l'utilisant, ces médicaments en situation adjuvante, c'est-à-dire que vous reprenez les mêmes médicaments tout à l'heure qu'avec Eugénie, mais vous rajoutez ces inhibiteurs de CTT4/6 après la chirurgie, si ça fait mieux que l'hormonothérapie, on est en train de le démontrer également, c'est-à-dire sur le contrôle futur, c'est-à-dire sur le contrôle de la rechute. Alors, les effets secondaires en fait de ces médicaments, est-ce qu'ils majorent les effets secondaires lors de l'hormonothérapie? La réponse est non. En revanche, ils ont juste un effet secondaire qu'il faut connaître, c'est qu'ils peuvent entraîner une petite chute des globules blancs, voire des globules rouges, et c'est la raison pour laquelle il y a cette pause dont je vous parlais, donc après 3 semaines, d'où la semaine de repos. Ce n'est pas une chimiothérapie, hein, je rappelle, mais c'est vrai qu'ils ont un mode d'action qui fait qu'il peut y avoir une petite chute, et en particulier des globules blancs qu'on appelle les neutrophiles, et donc qui nécessitent en effet une surveillance appropriée. Et certaines équipes en France disposent, comme vous le savez, d'infirmières, d'annonces, d'infirmières même de pratiques avancées, et en général, ces infirmières jouent un très grand rôle dans l'éducation thérapeutique et dans le suivi, donc justement de cette prise de médicaments. Alors, la science ne cesse de progresser. On essaye aussi, bien entendu, de toujours aller vers l'amélioration, vers encore une fois l'optimisation de ces traitements anti-hormonaux. On essaye de voir s'il n'y a pas d'autres voies qui pourraient expliquer certaines résistances. On y travaille en tout cas, comme cette voie ici, P3 kinase, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais au total, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que s'il y a un traitement de référence en première intention, au moment, je vous dis, de la rechute, ou sinon d'emblée, lorsqu'on a une patiente qui présente des localisations à distance de son cancer du sein, bah, c'est cette association inhibiteur de CDK4/6, les trois, un parmi les trois, plus une hormonothérapie, et en général, c'est plutôt un inhibiteur d'aromatase. Alors, la question que vous pourriez poser, est-ce que c'est aussi efficace chez les femmes ménopausées que chez les femmes non ménopausées? La réponse est oui. La seule chose qu'il faut envisager chez une femme non ménopausée, c'est de rajouter un agoniste pour justement précipiter un petit peu cette ménopause et rendre ces traitements encore plus efficaces. La durée aussi, ben, tant que c'est bien toléré, tant que ça fonctionne, il faut continuer, bien entendu, ces médicaments. Est-ce que finalement, il y a aussi des rechutes malgré ce que je viens de vous dire sur les effets donc bénéfiques de cette association? Oui, parce que malheureusement, la médecine, vous le savez, n'est pas toujours de 100%, mais on a également d'autres médicaments aujourd'hui à proposer, toujours dans le spectre d'activité de l'hormonothérapie, avant d'envisager, in fine, bien entendu, lorsque toutes ces hormonothérapies ne donnent plus les effets escomptés, la chimiothérapie. En fait, les recommandations aujourd'hui, mondiales, françaises, européennes, mais aussi, bien entendu, internationales, c'est de proposer aujourd'hui, en première intention, et Krishna l'a un petit peu évoqué dans son introduction, à la fois pour être efficace, mais aussi pour assurer la meilleure qualité de vie possible, c'est de proposer, de toute façon, en situation donc métastatique, c'est de proposer une hormonothérapie avec ces inhibiteurs donc de CDK4/6. Et c'est en fait tout cela pour repousser au maximum l'échéance, en tout cas, d'indication d'une chimiothérapie, puisque tous ces médicaments aujourd'hui sont non seulement efficaces,
mais assure également une certaine qualité de vie, bien sûr avec quelques réserves, et ça c'est les topos donc qui vont suivre avec, avec nos deux autres invités. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Spano. Merci, mon ami Jean-Philippe. C'est vraiment, comme toujours, didactique et passionné. Ce que vous montre le professeur Spano, quand même, c'est que ces hormonothérapies sont maintenant devenues le premier traitement des cancers métastasés lorsqu'ils sont sensibles aux hormones. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 20 ans, métastase, ça voulait dire chimiothérapie, avec des contrôles qui n'étaient pas des contrôles excellents. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que sur ces tumeurs qui sont sensibles aux hormones et qui ont des métastases, les médicaments anti-hormonaux sont les premiers médicaments qu'on propose devant la chimiothérapie. Absolument. Ce qui démontre l'efficacité de ces traitements. Et j'aurais tendance à dire, en bon paysan que je suis, qui peut le plus, peut le moins. Et si on est capable de contrôler des métastases avec une hormonothérapie, on doit pouvoir les éviter avec une hormonothérapie. Et c'est tout le principe des traitements préventifs. Mais, et je reprends l'écran là, Jean-Philippe, ces traitements, en te remerciant vraiment très, très chaleureusement, ces traitements préventifs ont des effets secondaires. Et ces effets secondaires vont faire l'objet des deux présentations suivantes. Je voulais simplement vous partager, si je le peux, deux patientes que j'ai vues en consultation la semaine dernière sous hormonothérapie. Confirmez-moi que vous avez le son. Non, non, on n'a pas le son. J'ai l'impression d'avoir des douleurs des deux membres inférieurs. J'ai des douleurs des muscles. Ça s'est aggravé. J'ai l'impression d'avoir des décharges électriques et j'ai du mal à contrôler ma démarche. Patiente. Alors, patiente numéro 1. Patiente, la première de 70 ans, toutes ces femmes ont accepté de témoigner pour vous, pour les gens qui sont aujourd'hui à ce webinaire. Elles étaient informées de ce webinaire. Patiente numéro 2, 4 heures plus tard. Toujours pas de son? Non. Ça fait combien de temps que vous prenez de l'hormonothérapie? Depuis 3 ans. J'ai des effets secondaires, mais ils sont très tolérables. J'ai une vision positive de ce médicament qui me permet de ne pas récidiver. J'ai des bouffées de chaleur, j'ai un peu de perte de mémoire. Est-ce que vous avez pris du poids? Non. Est-ce que vous avez des douleurs? À peine dans les articulations. Pourquoi est-ce que vous m'avez dit je prends ce médicament avec plaisir? Pour moi, c'est un allié. Il m'évite la récidive. Donc, ce sont deux patientes sur des dizaines qu'on a vues en consultation cette semaine, et je suis désolé que vous n'ayez pas eu le son, à laquelle on a posé la question « Comment vivez-vous ce médicament ?» Ça, ce sont des questions qu'on pose à toutes nos patientes en consultation. Et il y a des gens dont le métier, c'est d'analyser ces patientes, et c'est le cas du docteur Aline Saradon, qui est anthropologue de la santé, et qui a fait plusieurs études, dont l'une qu'elle nous a présentée récemment, sur l'observance au long cours des hormonothérapies. Et je suis ravi, et vraiment je la remercie très chaleureusement, qu'elle ait accepté de partager les sujets de ses recherches avec nous. Merci Aline. Bonjour. Donc, vous voyez bien mon écran? Parfait. Parfait. Voilà. Donc oui, la question de l'observance, le docteur Milochaud l'a évoqué tout à l'heure, c'est un problème important en ce qui concerne l'hormonothérapie. Donc, elle nous a présenté des chiffres. Là, c'est juste ceux d'une étude récente qui a été réalisée en France et qui montre qu'il y a un tiers des femmes qui ont eu un cancer du sein qui pourraient bénéficier d'une hormonothérapie et qui l'ont interrompue, soit de manière précoce, soit
au cours des 5 années de traitement. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi. Et donc, l'étude que je vais vous présenter, elle tente d'essayer de comprendre pourquoi une partie des femmes n'adhèrent pas ou cessent d'adhérer à l'hormonothérapie adjuvante et pourquoi 2/3 d'entre elles poursuivent le traitement pendant toute sa durée. Et donc, pour répondre à cette question, l'étude qualitative que nous avons réalisée en 2006 et 2007, alors c'est un petit peu ancien, mais vous verrez, je pense qu'il y a des choses qui sont toujours d'actualité. Elle permet d'apporter des éléments de réponse en ce qui concerne le tamoxifène, puisque c'est une étude qu'on a fait auprès de femmes qui prenaient du tamoxifène. Et donc, on a essayé d'analyser leur représentation et l'expérience vécue de ce médicament de 34 femmes donc, qui ont été opérées pour un cancer du sein et qui recevaient du tamoxifène en adjuvant, et dont 6 de ces femmes avaient soit refusé le traitement, soit l'avaient interrompu au cours de la première année. C'est des femmes relativement jeunes, hein, et 20 d'entre elles n'étaient pas encore ménopausées au moment du diagnostic. Et puis à cette étude, à ces entretiens avec ces patientes, s'est ajoutée une étude ethnographique, notamment avec des observations de consultation de médecins prescripteurs et des entretiens avec des médecins prescripteurs. Alors, ce que notre étude a mis en exergue, c'est que l'adhésion au traitement, c'est un processus complexe dans lequel interviennent différents facteurs qui sont en interrelation, et ces facteurs sont ancrés dans le contexte culturel, social, individuel de la personne. Et les femmes qu'on a interviewées, elles réalisent un rapport bénéfice-risque de ce médicament, mais qui n'est pas superposable à celui qu'effectue le médecin et aux connaissances médicales. Alors, la peur de la récidive, la peur de la mort, ce sont des facteurs qui sont essentiels dans l'adhésion à un traitement préventif, hein, si ce n'est le facteur principal. Et certaines femmes parlent du tamoxifène comme une chance d'accéder à la guérison. Le médicament, c'est pour elles un élément qui est rassurant, qui leur permet de trouver le courage de persévérer malgré les effets indésirables qu'elles vivent assez mal, un petit peu comme la patiente que vous nous avez présentée dans cette vidéo. Et certaines femmes sont même extrêmement angoissées à l'idée de devoir arrêter un traitement au bout de 5 ans. Et il y a pour elles une forme de dimension conjuratoire dans la prise de ce médicament, donc dimension symbolique, qui va neutraliser à la fois l'incertitude de la rechute et la peur de la mort. Cependant, pour les femmes qui ont refusé ou interrompu le traitement, elles ont des doutes importants en ce qui concerne l'utilité de ce traitement pour prévenir une récidive. Et elles ont aussi des doutes sur la durée du traitement parce que la durée de 5 ans n'est pas comprise et leur semble totalement aléatoire. Donc, elles ont des suspicions de surmédicalisation. Et puis, sur l'autre côté de la balance, par contre, il y a la certitude qui est fondée sur l'expérience partagée des autres femmes de souffrir d'effets indésirables importants si elles prennent ce traitement. Et donc, elles décident, celles qui refusent ou qui arrêtent, elles décident de prendre un risque qu'elles qualifient de risque calculé pour bien souligner la rationalité de leur choix. Alors, les femmes interviewées, elles craignent plusieurs risques réels ou supposés. Il y a pour certaines une analogie qui est faite avec des hormones, et les hormones étant dans les représentations populaires des produits qui sont chargés d'une suspicion, d'une connotation négative. Et cela a pour effet que le tamoxifène n'est pas pensé pour 1/3 des femmes interviewées comme un traitement à part entière du cancer du sein. Et l'autre conséquence est que la peur du cancer induite par les traitements hormonaux contribue à leur faire surestimer le risque iatrogène de cancer de l'endomètre. Et c'est d'ailleurs le seul risque qu'elles ont retenu. Elles n'ont absolument pas parlé des risques de thrombose. Donc, le cancer de l'endomètre, c'est un risque extrêmement faible, moins de 1%, je crois, mais elles ont des biais de perception. En effet, puisqu'elles ont une expérience préalable du cancer qui va influencer leur interprétation des probabilités dans le sens d'une surestimation du risque iatrogène. Et le risque de cancer iatrogène ne leur paraît pas être une faible probabilité, mais un danger réel auquel elles se sentent directement exposées. Et donc, elles peuvent avoir le sentiment d'avoir à choisir entre 2 cancers et elles vivent souvent l'hormonothérapie comme un dilemme. D'où l'importance qui a été soulignée par plusieurs des femmes interviewées de prendre en compte la singularité de la patiente dans le dialogue avec le médecin afin d'adapter le discours médical
pour traduire le risque, pour essayer de le requalifier dans des termes qui vont être signifiants pour la patiente et donc de l'appréhender réellement comme un risque faible. Alors, pour les femmes qui ont refusé un traitement, le choix de ne pas prendre un traitement est lié, entre autres choses, entre autres facteurs, au refus d'une position passive qui leur serait assignée par le corps médical, et donc elles veulent être actrices à part entière de leur traitement en ayant la possibilité de le refuser ou de l'interrompre. Et ce verbatim de cette patiente est, je pense, assez parlant. Elle nous dit, c'est vrai que la chirurgie, je n'ai pas eu le choix, la chimio, je n'ai pas eu le choix, les rayons, je n'ai pas eu le choix. Enfin, la chimio, je savais que c'était imposé, mais il n'est pas venu à l'esprit de dire non, je ne veux pas la chimio. Mais l'hormonothérapie, enfin, je pouvais dire, je refuse. Donc, on voit là dans ce verbatim qu'en plus de l'expression d'une volonté d'autonomie dans la décision, cette femme opère, comme de nombreuses femmes d'ailleurs qu'on a interviewées, une hiérarchie symbolique dans l'importance qui va être accordée aux différents traitements. Elles acceptent la chirurgie parce qu'elles la considèrent comme incontournable. La chimiothérapie, elles l'acceptent, la chimiothérapie adjuvante, parce que cette dernière est, dans les représentations sociales, vécue comme un traitement qui permet de guérir le cancer, mais certaines vont refuser ou arrêteront l'hormonothérapie. Et pour celles qui prennent le traitement, qui continuent à le prendre, c'est un sentiment de choix résigné qui domine, d'une absence de participation réelle à la décision de prendre ce traitement. Alors, les effets indésirables liés à la privation d'œstrogène sont vécus très péniblement parce qu'ils altèrent la qualité de vie. Ils ont des conséquences gênantes sur la vie sociale du fait de leurs impacts négatifs, alors sur la sexualité, sur l'activité professionnelle. Les bouffées de chaleur peuvent être gênantes dans les rapports sociaux, il y a une fatigue, il y a une diminution de la concentration et de la performance, et aussi sur les relations sociales en raison de l'irritabilité, de la fatigue, de la baisse de la libido. Mais ce vécu négatif, il est aussi lié à la perception et à la reformulation du tamoxifène comme un médicament ménopausant. Dans les sociétés occidentales, la ménopause est perçue comme une triple perte, comme une perte du capital santé, une perte de la féminité et du capital de séduction et une perte du statut social avec l'arrêt de la fonction reproductive. Et ces représentations, qui sont des représentations culturelles, expliquent que les femmes les plus jeunes ne supportent pas l'arrêt des règles provoqué par le tamoxifène, ni les symptômes qui accompagnent la privation œstrogénique qu'elles associent à la vieillesse. Les rides, la prise de poids, la sécheresse cutanée, etc. Et donc, cette perception du tamoxifène comme une molécule responsable d'un vieillissement du corps limite l'adhésion à ce médicament pour les femmes qui sont les plus jeunes. Cependant, il faut savoir que ce vécu négatif des effets indésirables n'est pas forcément un facteur de déstabilisation de l'adhésion au tamoxifène et ne va pas entraîner forcément un arrêt du traitement, parce que s'il y a au contraire une adhésion forte au traitement en termes de bénéfices, ça peut induire en retour une minimisation des effets indésirables par les femmes, exactement comme ce qu'on a pu voir sur les vidéos présentées. D'où l'importance pour les médecins de dire et de redire à chaque consultation pourquoi ce traitement est prescrit et quels sont les bénéfices attendus. Alors, concernant ces effets indésirables, certaines femmes nous ont confié ne plus les aborder lors des consultations parce qu'elles estiment que les médecins banalisent ces effets indésirables de la privation œstrogénique et donc sous-estiment la souffrance qui est causée par ces effets. Alors nous, ce qu'on a pu observer dans les consultations qu'on a observées et dans les entretiens qu'on a eus avec les médecins prescripteurs, c'est que l'adhésion des médecins à l'hormonothérapie est telle que dans la balance bénéfice-risque, ils privilégient toujours la diminution du risque de rechute à la qualité de vie et ils vont mettre en œuvre des stratégies narratives pour convaincre les femmes des bénéfices attendus du traitement. Et puis, ils opèrent aussi une sélection dans les informations en minimisant certains effets comme les bouffées de chaleur ou la prise de poids, où on va attribuer ces effets à des causes psychologiques. Ce décalage entre le vécu des femmes et le discours des médecins, il vient selon nous d'une hiérarchisation différentielle dans les priorités. Elles sont sanitaires pour les médecins, ce qui les fait considérer en priorité la prévention de la récidive aux dépens de la qualité de vie, alors que ces priorités, elles sont d'ordre psychosocial pour les femmes, pour lesquelles les enjeux qui sont liés à la féminité, à la vie quotidienne, et familiale, professionnelle, à l'image de soi, sont extrêmement importants.
Et l'autre raison du décalage, elle est structurelle. Elle vient du peu d'espace de discussion accordé au vécu psychosocial dans les consultations en raison de la charge de travail des médecins dans les centres où nous avons mené nos observations. Alors, je suis passée très vite au début sur la méthodologie, mais je rappelle qu'on a fait ces études dans 2 centres de lutte contre le cancer dans le sud de la France. Et cette charge de travail importante leur laisse peu de temps pour une écoute qui prendra en compte la qualité de vie et aussi les préférences des patientes dans la décision thérapeutique. Cette écoute a tendance à être déléguée à d'autres intervenants comme les psychologues, comme les médecins traitants. Et donc, en conclusion, je voudrais insister sur un point, c'est que dans toutes les consultations que j'ai pu observer, les bénéfices attendus du traitement ne sont jamais réitérés. Donc, ils sont bien exposés au début, lors de l'instauration, la première consultation d'instauration du traitement, mais ne sont jamais répétés par la suite lors du suivi. Alors que les femmes ont besoin qu'on leur rappelle le sens du traitement qu'elles prennent pour renforcer leur adhésion, surtout lorsqu'elles doivent endurer des effets secondaires qui vont altérer leur qualité de vie. Et donc, à la fin de cette étude, on a émis quelques recommandations, comme de réitérer donc, au fil du suivi les informations sur les bénéfices attendus du traitement et d'insister sur le fait que le bénéfice attendu de l'hormonothérapie n'est pas moindre que celui de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, donc il n'existe pas d'hierarchisation dans les traitements. Il ne faut pas présenter le traitement, le tamoxifène, comme un traitement obligatoire, mais comme une chance supplémentaire, et aussi essayer de donner un réel choix avec éventuellement d'autres options possibles en termes de molécules, de durée de traitement, enfin, faire en sorte qu'un certain choix soit possible. Écouter les plaintes concernant les effets secondaires, bien sûr, mais aussi promouvoir peut-être des modalités spécifiques de prise en charge des effets indésirables au sein de l'institution, afin de rassurer les femmes sur la prise en compte par le corps médical de leurs souffrances induites par ces effets indésirables. Éviter aussi des mots chargés symboliquement, comme castration, ménopause, qui sont responsables d'a priori négatifs sur l'hormonothérapie de la part des femmes. Et pour les mêmes raisons, éviter des mots ou des expressions quand on évoque les effets secondaires qui pourraient éviter le vieillissement ou la perte de féminité. Et puis peut-être changer l'image du tamoxifène comme une hormone, ce qui pourrait passer peut-être par un changement de vocabulaire, puisque comme nous l'avons vu, le terme d'hormonothérapie est assez ambivalent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Saradon. Je vous réitère ce que je vous ai dit lorsque je l'avais entendu il y a un mois. Ce travail dont vous dites qu'il est ancien est extraordinaire d'actualité parce que je pense que quand vous l'avez fait, on n'avait pas toutes les questions qu'on a aujourd'hui sur les hormonothérapies et que vraiment la façon que vous avez de nous montrer à quel point les soignants sont responsables de l'acceptation des traitements par les patientes et toute la chaîne des soignants, c'est vraiment un travail qui m'a passionné. Je vous remercie d'être avec nous ce soir. Je voulais vous donner l'exemple d'une patiente qui a été convaincue du bénéfice de son traitement, malheureusement par la mauvaise histoire. Nous n'avons pas réussi à la convaincre du bénéfice de l'hormonothérapie. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à partager le son. Alors, est-ce que ça passe? Vous allez me dire si j'ai le son ou pas. Son ou pas? Non. Pas de son. Bon, alors, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, c'est une patiente qu'on connaît bien à l'Institut du sein. C'est une femme jeune qui a eu un cancer du sein, qui avait un cancer du sein pour laquelle on n'a pas eu besoin d'une chimiothérapie, mais on lui a prescrit une hormonothérapie. Et elle explique très bien qu'elle était jeune, qu'elle était dans la vie active, qu'elle n'a pas voulu prendre cette hormonothérapie. Elle dit « j'étais rebelle à ce traitement, j'ai accepté la mastectomie, j'ai accepté la radiothérapie, j'étais rebelle ». Et 2 ans après, elle a fait une récidive assez dramatique, qui a nécessité des traitements plus lourds avec une chimiothérapie et tout ce qui peut venir avec la chimio. Et on lui a reproposé le traitement et elle dit, ce traitement qu'elle prend maintenant depuis 5 ans, elle comprend que c'est sa protection.
et que le même traitement, puisqu'il s'agit du tamoxifène, qu'elle n'avait pas pris parce qu'elle n'avait pas compris l'importance, donc nous n'avions pas su lui expliquer l'importance. Elle le prend aujourd'hui et que les effets secondaires qu'elle avait à l'époque, elle ne les a plus aujourd'hui. Ce qui va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez, Mme Saradon, je ne pense pas que c'est les 3 ans de différence qui ait fait quelque chose, mais c'est l'acceptation du traitement pour quelque chose qui lui est utile à elle et qui ne lui est pas imposé par le corps médical. La dernière présentation sera faite par le docteur Sabella et elle traitera justement de ce sujet ô combien difficile, des effets indésirables et de leur gestion. Alors, est-ce que ça lance le diaporama? Vous êtes bon? Tu veux que je te dise? Avec Zoom, on est merveilleux par rapport à ce qu'on avait avant. Tout se lance merveilleusement, tout le monde est à l'heure. Vive Zoom et on n'a pas acheté d'action. Donc, je vais vous présenter les effets indésirables de l'hormonothérapie. Alors, bien sûr, j'ai dû faire des choix. Déjà, quand on parle d'hormonothérapie, les patientes, elles ont Internet, elles se renseignent énormément. Il y a des groupes de parole, il y a plein de choses. Et quand on commence à parler du traitement anti-hormonal, elles ont déjà une idée de la liste d'effets indésirables sans fin et elles viennent effectivement avec des appréhensions dès le début de la consultation. Alors, il y a effectivement des effets, dans les effets indésirables, il y a plein de choses qui vont avoir un impact différent, qui vont déclencher des angoisses différentes chez les patientes. Certains vont être très importants pour certaines patientes, d'autres pas du tout. Donc, c'est extrêmement variable d'une femme à l'autre. Il y en a quand même certains qui sont prédominants et qu'on retrouve plus fréquemment, notamment les douleurs articulaires et éventuellement musculaires, les bouffées de chaleur. Une qui angoisse particulièrement les femmes, c'est les variations pondérales. Il y a plusieurs choses et je vais faire le point sur certains de ces effets indésirables pour vous dire qu'effectivement, il y a des solutions sur certains effets indésirables il y a en tout cas une discussion à mener avec les patientes. Alors parfois, on entend, et notamment de la part de médecins, de dire l'hormonothérapie, le traitement anti-hormonal n'a pas un impact ou a des effets indésirables finalement assez modérés. Ce n'est pas tellement vrai. Il y a une étude qui a été publiée qui s'appelle Canto, qui a suivi de nombreuses patientes, plus d'1 millier de patientes atteintes de cancer du sein et qui montre que, alors là, vous avez différentes flèches. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, peut-être pas, mais qui montre différents groupes de patientes ayant reçu des traitements. Alors, les premières, donc le point 0, c'est la qualité de vie au moment du diagnostic. Ensuite, vous avez la première série de barres verticales qui correspond à la fin des traitements principaux. Alors ça pose aussi la question du problème du traitement anti-hormonal n'est pas considéré forcément comme les traitements principaux, notamment par les médecins. Souvent, on dit à la fin du traitement, puis ça considère la fin de la radiothérapie et le traitement anti-hormonal est un peu banalisé. Et la deuxième série de barres verticales, c'est qu'est-ce qui se passe à 2 ans. Et donc, sur la ligne orangée, vous voyez les patientes qui ont uniquement un traitement anti-hormonal à la fin du traitement. Donc, elles ont déjà perdu un peu en qualité de vie après la radiothérapie, après la chirurgie, la radiothérapie éventuelle, et elles perdent encore un peu en qualité de vie après, avec une qualité de vie abaissée. La courbe verte, c'est les patientes qui ont une chimiothérapie en plus du traitement loco-régional. Elles vont perdre en qualité de vie, mais ensuite, dans les 2 années après, elles vont remonter en qualité de vie au même niveau que les patientes n'ayant pas eu ni chimiothérapie ni hormonothérapie. Et sur la courbe bleue, vous avez les patientes qui ont eu une chimiothérapie et un traitement anti-hormonal. Et donc, le traitement anti-hormonal ne leur permet pas de regagner la même qualité de vie que celles qui n'ont pas un traitement anti-hormonal. Donc, il y a un vrai impact du traitement anti-hormonal sur la qualité. Alors, maintenant, est-ce que les effets indésirables, et donc, le problème, c'est que l'effet indésirable va pouvoir jouer sur l'observance, c'est-à-dire le fait d'arrêter ou non le traitement. Et on sait que chez les patientes qui ont une mauvaise observance, c'est-à-dire qui arrêtent précocement le traitement,
Pareil, sur la même cohorte qu'Anto, ce qui est montré, c'est que chez les patientes qui arrêtent le traitement précocement, c'est la courbe un peu bordeaux, et ben, elles vont avoir une moins bonne survie, elles vont avoir plus de récidives, plus de décès que les patientes qui continuent à prendre leur hormonothérapie. Donc, ça a un vrai impact d'essayer de garder une bonne observance, donc un bon maintien du traitement. Alors, l'effet indésirable qui gêne, qui revient le plus souvent en consultation, en tout cas, c'est les bouffées de chaleur qui gênent aussi bien les patientes sous tamoxifène que les patientes sous inhibiteurs de l'aromatase. Les bouffées de chaleur, ça peut être extrêmement gênant dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Ça a un vrai impact et il y a plusieurs choses qui peuvent jouer sur ces bouffées de chaleur. Alors, il y a plusieurs essais, il y a plusieurs méta-analyses qui montrent qu'il y a des facteurs ce qu'on appelle hygiéno-diététiques qui peuvent jouer sur ces bouffées de chaleur. L'activité physique s'est démontrée dans énormément d'effets indésirables, mais surtout, notamment dans les bouffées de chaleur. Donc, la pratique d'une activité physique régulière, la perte de poids en cas d'obésité, l'arrêt du tabac va jouer sur les bouffées de chaleur. Là, je ne l'ai pas mis aussi, mais la consommation de caféine, la consommation de théine, d'alcool peut avoir un effet sur les bouffées de chaleur. Et l'alimentation équilibrée, notamment en augmentant les apports en fruits et légumes, peut avoir un impact sur les bouffées de chaleur. Alors, bien sûr, souvent, ça ne suffit pas. Dans les médecines qu'on dit un peu parallèles, l'acupuncture, il y a des essais, il y a une méta-analyse, il y a un essai randomisé qui a montré que ça diminuait les bouffées de chaleur, même plusieurs mois après le début de l'acupuncture. Dans les autres traitements parallèles, il y a l'hypnose qui montre. Il y a un essai randomisé qui montre que l'hypnose montre une diminution des bouffées de chaleur chez les patientes. Et au-delà de ces traitements de règles hygiéno-diététiques et de médecine un peu parallèle, il y a des traitements médicamenteux qui peuvent être donnés. Alors, soit des traitements médicamenteux par exemple, il y a l'abufène. La bufène, c'est de la bêta-alanine, c'est un acide aminé qu'on peut donner qui n'a pas d'effet sur le risque de récidive. Il y a un essai randomisé. Alors, il faut savoir que sur ce type de médicaments, c'est souvent des faibles effectifs. Donc, ça ne montre pas une puissance incroyable. Mais par contre, il y a une diminution de la fréquence des bouffées de chaleur avec l'abufène. Il y a un autre médicament qui s'appelle le Cérélis, qui est un composé biologique avec du pollen d'épistyle qui montre une diminution également des bouffées de chaleur lors d'un essai randomisé, lors d'un essai observationnel. Alors, il faut savoir que dans certains essais, avec un placebo, il y avait une diminution des bouffées de chaleur. Donc, il y a aussi une part non négligeable, il y a aussi une part d'effet placebo dessus. Et dans les antidépresseurs, il y a des traitements médicamenteux qui font partie de la classe des antidépresseurs, notamment la venlafaxine et la paroxétine, qui ont montré dans des essais randomisés une diminution de la fréquence et de l'intensité des bouffées de chaleur. Mais attention, notamment la paroxétine, il peut y avoir des interactions avec le tamoxifène, avec une diminution de l'efficacité du tamoxifène. Et ces médicaments peuvent avoir des effets indésirables potentiels. Donc, ne pas traiter un effet indésirable en créant d'autres. Les douleurs ostéo-articulaires, c'est également un des effets indésirables les plus fréquents, notamment avec les anti-aromatases. Là aussi, l'activité physique, si besoin avec une prise dentalgique, permet de diminuer les douleurs ostéo-articulaires avec des études qui montrent ça de façon claire. Si besoin, bien sûr, notamment chez les personnes âgées, il ne faut pas hésiter à avoir une prise en charge avec un kinésithérapeute, si besoin avec des prises dentalgiques, mais globalement, plus on va bouger, plus on va permettre d'accompagner et de diminuer ces douleurs ostéo-articulaires. L'acupuncture également, il y a un essai qui a été publié qui montre une efficacité de l'acupuncture sur la diminution des douleurs ostéo-articulaires. Et bien sûr, en plus de ça, il ne faut pas hésiter à donner des traitements médicamenteux, les antalgiques de palier 1, les anti-inflammatoires. Il y a une étude qui est l'étude ATTAC qui montrait que sur les patients de suivi, il y avait plus de 90% des patients qui prenaient des anti-inflammatoires en cas de douleur ostéo-articulaire. Ça permet de regagner en qualité de vie, ça permet de bouger mieux et ça permet de reprendre une activité physique. Il y a certains autres médicaments qui peuvent avoir un effet, ça il faut en discuter avec le médecin, qui font partie de la classe des antiépileptiques, des antidépresseurs, qui vont agir sur certains circuits de la douleur et qui peuvent améliorer également les douleurs ostéo-articulaires.
Et de façon un peu plus limitée, il peut y avoir éventuellement des prescriptions de corticoïdes, soit en infiltration si c'est des douleurs ostéo-articulaires assez localisées, soit éventuellement par voie orale. Mais dans ce cas-là, on fait plutôt des dosages les plus faibles possibles, en sachant que dans tous les cas, si c'est une douleur ostéo-articulaire, bien sûr, on se pose la question d'un diagnostic différentiel. Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison à ces douleurs, notamment si c'est une douleur extrêmement localisée? Je pense, en tout cas, moi, quand je parle du traitement anti-hormonal, souvent une des premières questions des patientes, c'est non mais qu'en est-il de la prise de poids? Alors, j'ai trouvé cet essai assez intéressant. Donc, ça suivait 625 patientes. Alors, à chaque fois, dans chaque sous-catégorie, il y a un nombre de patientes assez limité, mais quand même, donc si vous voyez les premières lignes, c'est les patientes qui ont eu du tamoxifène, mais pas de chimiothérapie. En bleu, c'est les patientes qui ont perdu du poids. En orange, c'est les patientes qui ont un poids stable. Et en gris, c'est les patientes qui ont pris du poids. Et donc, globalement, en faisant un arrondi, il y a à peu près un tiers des patientes qui vont perdre du poids, un tiers des patientes qui vont avoir un poids stable et un tiers des patientes qui vont prendre du poids avec le traitement anti-hormonal. Ce n'est pas exactement la même chose chez les patients non ménopausés, chez les patients ménopausés, mais globalement, c'est à peu près la répartition. Au niveau de la prise de poids, alors tout le monde n'est pas égalitaire. Il y a d'autres essais qui montrent que la prise de poids, elle varie aussi en fonction de son poids de base. Une femme qui a un poids, un IMC strictement normal, un indice de masse corporelle strictement normal, qui n'a jamais eu de problème de poids au cours de sa vie, souvent avec le traitement anti-hormonal, elle va avoir assez peu de variations pondérales, alors qu'une femme qui a déjà des problèmes de poids, malheureusement, elle va souvent plus avoir des variations de poids et plus de prise de poids. Donc, ce qu'on recommande, en tout cas, notamment chez les patientes qui ont cette crainte ou qui commencent à prendre du poids, c'est d'avoir un accompagnement, une activité physique régulière, une adaptation éventuellement de la nutrition et un suivi nutritionnel pour essayer de minimiser au maximum cette prise de poids. La fatigue, c'est aussi un élément majeur. Alors, c'est très, très fréquent, c'est 75% des patientes prises en charge pour un cancer qui montrent une sensation, enfin, qui décrivent une sensation de fatigue. Ce qui est décrit comme fatigue, c'est un épuisement persistant qui ne cède pas au repos, mais il y a plusieurs dimensions. Il n'y a pas que la dimension physique, il y a également une dimension psychologique et une dimension cognitive qui rentre en jeu. Et donc, il y a plusieurs niveaux sur lesquels on va pouvoir jouer. Dans tous les cas, il faut chercher une cause organique, surtout s'il y a une fatigue brutale en cours de traitement, vérifier que ce ne soit pas lié à autre chose. Ce qui est démontré de façon formelle, alors vous allez avoir l'impression que je vous le rabâche sur absolument tous les effets indésirables, mais c'est prouvé sur tous ceux où je vous les montre. L'activité physique régulière, c'est le seul élément qui montre un bénéfice prouvé sur la fatigue et sur la diminution de la fatigue. L'hygiène de sommeil, c'est-à-dire globalement de se coucher à heure régulière, tôt, d'avoir un nombre d'heures de sommeil suffisantes, ça va jouer également sur la sensation de fatigue. Bon, là, nous, on est foutus là-dessus, alors. Pardon? Nous, on est foutus sur le sommeil suffisant. Oui. Alors, ensuite, je voulais vous parler de la sexualité. Alors, la sexualité, là, j'ai fait un raccourci qui n'est pas juste du tout. Je voulais vous parler de la sexualité en général, mais malheureusement, j'ai dû faire des choix pour essayer de tenir en 10 minutes. Un des facteurs sur lequel on peut jouer de façon médicamenteuse ou en tout cas thérapeutique par rapport à la sexualité, au-delà de l'accompagnement avec un sexologue, au-delà de la discussion, souvent ce qui gêne les patientes, c'est une sécheresse vaginale qui peut causer des douleurs, qui peut avoir un rôle sur le vécu de la sexualité. Et sur les sécheresses vaginales, on a plusieurs traitements, notamment des traitements topiques. Alors, il y a certains traitements hydratants. Les plus fréquemment utilisés, c'est ceux à base d'acide hyaluronique. Je vous ai mis des exemples, mais il y a plusieurs marques, il y a plusieurs types. Globalement, c'est un gel ou des ovules qu'on met au niveau du vagin. On peut le mettre tous les 2 jours et il va permettre d'améliorer la trophicité, c'est-à-dire l'hydratation en quelque sorte de la muqueuse vaginale. Il faut en mettre aussi au niveau de la vulve. Et il va permettre d'améliorer la sécheresse vaginale et de faciliter les rapports. Les hydratants longue durée à base de polycarbonate, ils peuvent également être utilisés. Il y a le Replens, on peut mettre jusqu'à 2 doses par semaine.
Celui-là, on l'utilise un tout petit peu moins parce que parfois, avec l'utilisation longue durée des polycarbonates, il peut y avoir des espèces de petites granulations qui se forment que certaines patientes trouvent ça assez désagréable. Et au moment des rapports, on peut utiliser des lubrifiants. Peu importe le lubrifiant, il y a certains lubrifiants qui vont avoir une durée d'action un petit peu plus longue. Il ne faut pas hésiter à les prendre. Alors souvent, on se pose la question quand les hydratants locaux ne marchent pas. La question qui se pose, c'est celle des œstrogènes locaux. Il y a plusieurs données, il y a plusieurs papiers qui ont été publiés, des essais. Alors souvent, c'est des essais avec des tout petits nombres de patients, donc ça ne nous permet pas d'avoir une sécurité absolue sur la validité de ces résultats. Néanmoins, il y a plusieurs essais qui ont donné ce type de traitement et qui ont ensuite fait des prises de sang chez les patientes pour voir si ça modifiait le taux, notamment les taux d'œstrogènes dans le sang. Et l'application de ce type d'œstrogènes locaux ne semble pas avoir une augmentation, notamment de l'œstradiolémie. Sur ces essais où on a donné le traitement, on a mesuré l'œstradiol, par contre, il n'y a pas d'essai sur le risque de récidive du cancer du sein. Et il y a des données observationnelles, c'est-à-dire qu'on prend des populations, et là notamment il y a une étude observationnelle avec 13 500 femmes, dont des patients traités avec des œstrogènes locaux qui ne semblent pas montrer d'augmentation des récidives en cas d'utilisation d'œstrogènes locaux. Dans tous les cas, on essaye quand même d'être le plus précautionneux possible, de dire on utilise les œstrogènes locaux si les autres ne marchent pas, avec une dose minimale efficace, et on essaye de se limiter au grand maximum à 2 applications par semaine. Il y a un nouvel outil qui est très utilisé dans les sécheresses vaginales, enfin très utilisé, qui est de plus en plus utilisé en tout cas dans les sécheresses vaginales et qui a montré un vrai effet, c'est le laser, notamment les lasers YAG. Et en fait, on va aller chauffer la muqueuse vaginale en quelque sorte, ce qui va permettre de détruire un peu le collagène et de recréer du collagène et de remodeler le collagène. Ça a un effet démontré sur un grand nombre, notamment la sécheresse, les douleurs, les sensations de picotement, les choses comme ça. Ça a un effet démontré jusqu'à 6 mois et on peut éventuellement refaire du laser si besoin. L'inconvénient majeur, c'est que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Alors, l'autre question qui se pose, une alternative qui se pose dans les traitements, c'est les variations de traitement. C'est-à-dire qu'en fait, on a 3 molécules, le létrozole, l'anastrozole, l'exemestane, qui, chez les femmes ménopausées, qui sont les 3 inhibiteurs de l'aromatase et qui nous ont montré chacun des effets qui sont absolument équivalents en termes d'efficacité sur le risque de récidive de cancer du sein. Par contre, ils ont chacun un profil de tolérance qui est différent. Et une femme va très bien supporter peut bien supporter le létrozole et pas du tout l'exemestane, alors qu'une autre femme va bien supporter l'exemestane et pas du tout le létrozole. Et donc, chez une femme ménopausée qui ne tolère pas bien un des 3, il ne faut pas hésiter à aller changer de traitement si l'un est mal toléré par la patiente, en essayer un autre, puis éventuellement. Il y a aussi la possibilité, s'il n'y a aucun des traitements ou s'il y a des effets indésirables, notamment des effets indésirables graves, la possibilité de passer sur le tamoxifène en sachant que le tamoxifène a un tout petit peu moins d'efficacité que les inhibiteurs de l'aromatase. Après, au niveau du tamoxifène seul, quand on est chez les femmes non ménopausées, on ne peut pas donner les traitements par inhibiteur de l'aromatase comme on vous en a parlé avant. Et il ne faut pas hésiter à modifier la prise du tamoxifène, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 20 mg par jour, on peut tout à fait essayer de faire 10 mg 2 fois par jour pour essayer d'améliorer les choses. On a parlé très rapidement des analogues et du fulvestrant, ce n'est pas exactement les mêmes indications. Donc, ça se discute vraiment avec l'oncologue ou le médecin qui vous prend en charge pour l'hormonothérapie pour d'éventuelles modifications de traitement. Au total, je reviens sur ce qu'a dit le docteur Sarandon. Je pense que c'est très important. On voit les patientes de façon régulière dans le suivi en consultation. Il faut leur rappeler à chaque fois quels sont les bénéfices attendus de l'hormonothérapie, pourquoi elles le prennent, ce qu'on en attend en termes de diminution du risque, qu'on en attend en termes de bénéfices. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut être honnête en disant que l'hormonothérapie, le traitement anti-hormonal, ce n'est pas dénué d'effets indésirables. Il ne faut pas hésiter à leur poser la question, les accompagner dans les effets indésirables
Si jamais il y en a, essayer d'autres traitements lorsqu'ils sont accessibles, adapter la prise si besoin. Au-delà de ça, ce qu'on peut faire en consultation, on a insisté sur l'hygiène de vie, même si j'aime pas tellement ce terme-là, mais notamment l'activité physique régulière, l'alimentation variée, le contrôle du poids, des choses comme ça qui peuvent jouer sur un certain nombre d'effets indésirables, et ne pas hésiter sur les traitements médicamenteux en complément si nécessaire. Je pense notamment, je vous en ai pas parlé là, mais notamment l'ostéoporose. Il faut la dépister, il faut la prendre en charge, il faut donner des traitements anti-ostéoporotiques si jamais elle était là, les traitements de la douleur et tout ce que j'ai évoqué auparavant. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à faire accompagner les patientes par des personnels médicaux, paramédicaux qui peuvent les accompagner en fonction de leurs plaintes. S'il y a effectivement des difficultés d'ordre relationnel, d'ordre sexuel, d'ordre plus mécanique, les faire accompagner par les personnes compétentes. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue avec ces effets indésirables et je reste à votre disposition. Je ne vous ai pas mis en détail les effets de chacun des traitements parce que je ne voulais pas être trop longue et trop rébarbative, notamment pour les patientes qui nous suivent. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez revenir vers moi et je peux vous donner plus d'informations. Merci de votre attention. Merci à tous. Vraiment, vous avez été passionnants. Je sais que vous êtes toutes et tous passionnés. C'est pour ça qu'on vous a demandé d'être là aujourd'hui. Je suis désolé, on n'a pas pu répondre à toutes les questions en direct. Je vois le docteur Claude Nost, notre associé, avec Jenny Milochaud, qui s'astreint à répondre aux questions. Si je devais essayer de conclure sur un sujet qui fait des congrès entiers pendant des jours et des jours, Claude, coupe ton son. Claude, coupe le son. C'est que les traitements anti-hormonaux, d'abord, sont multiples, sont les traitements les plus importants et les plus utiles du cancer du sein sensible aux hormones. Et je rappelle ce qu'a montré le professeur Spano, c'est que c'est le premier traitement qu'on donne en cas de métastase d'un cancer sensible aux hormones. Et que si ce traitement est efficace dans les métastases, bien évidemment, il va être aussi efficace sur l'absence de métastases, sur la prévention. Mais nous sommes tous, les soignants, les médecins, parfaitement conscients que des effets secondaires existent. Il faut également rappeler que les effets secondaires touchent une minorité de patients. Et que si on attend les effets secondaires en lisant la notice qui n'a que pour objet de protéger le fabricant et de ne pas protéger les patientes, évidemment, si vous cherchez tout ce qu'il y a sur la notice, peut-être que vous allez finir par le trouver. Même chose pour les forums Internet, même chose pour le docteur Google. La majorité des patientes n'ont pas d'effets secondaires. Et pour les patientes qui ont des effets secondaires, notre job, c'est 1, de les analyser, 2, de les accompagner et 3, d'essayer de les diminuer. Tout en gardant à l'idée ce qu'a dit le docteur Saradon, c'est qu'on accepte mieux un médicament quand on est sûr que c'est utile pour nous. Et c'est un élément majeur, je crois, de ce webinaire que de rappeler que peut-être qu'on prescrit trop l'hormonothérapie comme un traitement obligatoire et systématique. Et peut-être qu'à la fin d'une séquence chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, on se dit que l'hormonothérapie, finalement, c'est normal. Ben non, ce n'est pas normal. On est convaincu que ce n'est pas normal, mais on sait aussi que lorsque c'est prescrit, c'est parce qu'on est convaincu du bénéfice thérapeutique. À nous de vous accompagner pour la minorité de patientes qui ont des effets secondaires. Je tenais à vous remercier, Aline, Jean-Philippe, Anne, Jenny et pas Eugénie, mais on ne t'en voudra pas, Jean-Philippe. Vous avez été présenté très récemment, vous vous reverrez bientôt. Et je voulais remercier les 160 personnes qui sont encore en ligne avec nous. Ça a été difficile de monter ce webinaire. On n'était pas certain que c'était un sujet qui allait intéresser. Je vous remercie d'être encore avec nous, alors qu'il y a certainement des matchs de foot et des dîners qui vous attendent. On vous souhaite une très bonne soirée. Une très bonne journée à Jean-Philippe aux États-Unis et Aline, merci de nous avoir accompagnés. Merci. À bientôt pour le premier webinaire de rentrée de l'Institut du Saint-Paris. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci Krishna, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, avec plaisir.